Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ensemble jusqu'à 13h pour Poulain sans réserve sur Sud Radio. On va parler aujourd'hui bien sûr de la Nouvelle-Calédonie sous un angle particulier puisqu'on reçoit Jean Courtial qui a été haut fonctionnaire, chef de mission de la réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, un rapport qui avait été remis en 2014. On va revenir sur pourquoi aujourd'hui des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce rapport a été suivi? Et puis en deuxième partie d'émission, Fabrice Eppelboin, enseignant spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux, sera notre invité pour parler de l'interdiction de TikTok et de cette censure des réseaux sociaux en Nouvelle-Calédonie. Quel est le bien fondé et quelle est la base aussi légale pour ce genre de mesures? Vous nous joindre au standard, posez vos questions ou réagir. 0826 300 300. À tout de suite, on se retrouve dans un instant et on est ensemble jusqu'à 13h. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité est Jean Courtial, haut fonctionnaire, qui a été chef de la mission de réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui a remis un rapport en 2014, un rapport qui revenait sur l'accord de Nouméa, signé le 5 mai 98, qui prévoyait au point 5 qu'une consultation des Calédoniens serait organisée au cours du 4e mandat du Congrès entre 2014 et 2018. Bonjour Monsieur Courtial. Bonjour. Alors aujourd'hui, on voit l'instabilité, la violence et le retour de cette confrontation en Nouvelle-Calédonie. Avant de commencer l'interview, je vais lire un passage de ce rapport qui expliquait que le destin commun des populations calédoniennes est l'horizon du processus de l'accord de Nouméa. Une formule de son préambule en fait la finalité ultime de ce processus qui lui donne tout son sens. Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage par le rééquilibrage, l'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Qu'est-ce qu'on a raté? Bien, le destin commun, bien entendu. Bien entendu. Il faut peut-être resituer le travail que nous avons fait, vous venez de citer, entre 2011 et 2014 dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, ce qui d'ailleurs permettra aussi de mieux comprendre le contexte, les enjeux de ce qui se passe actuellement. Le point de départ, ce sont les événements des années 1980 qui ont été des événements terribles. Il y a eu 73 morts. Alors, 73 morts, il faut le resituer sur une population de 200 000 habitants. Si c'est un rapport avec l'actuelle population française, ça donnerait, j'ai fait la règle de 3, ça donnerait 26 000 morts pour l'ensemble de 73 pour 200 000 habitants, c'est énorme. 26 000 pour 65 ou 70 millions d'habitants. Il y a eu aussi 1200 déplacés, c'est-à-dire des gens qui étaient contraints de quitter leur habitation pour aller ailleurs, ce qui correspondrait avec la France à 400 000 déplacés. Donc ça a été terrible et en 1988, peut-être devant l'horreur, devant la tragédie, il y a eu une prise de conscience. Le Premier ministre d'alors, cela est connu, Michel Rocard, a initié un processus de dialogue puis d'accords. On est abouti aux accords dits de Matignon-Oudinot, des endroits où ils ont été signés. Au bout qu'il revoyait 10 ans avant de statuer sur le sort institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. En 1998, les parties ont estimé qu'elles n'étaient pas prêtes. Il y a eu un autre accord qui a été signé, qui est le fameux accord de Nouméa, qui a été négocié et signé à Nouméa. Ben, vous voyez, 20 ans pour arriver à convenir ensemble, c'est-à-dire non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, d'où l'expression de destin commun d'un processus de sortie avec un avenir institutionnel. Et c'est pour les éclairer sur ce que pouvait être un avenir institutionnel de cette Nouvelle-Calédonie si particulière que avec Ferdinand Mélin-Soukramanien, nous avons été sollicités par François Fillon, à la demande d'ailleurs des partis de Nouvelle-Calédonie, et que nous avons travaillé jusqu'en 2014
pour présenter 4 perspectives possibles de sortie de l'accord de Nouméa à l'horizon de 20 ans de l'époque, c'est-à-dire 2018, 1990. Absolument. 2018. Alors on se retrouve en 2024 avec une situation qui rappelle malheureusement, tragiquement, les événements de 1980. La question, bien sûr, c'est cette volonté d'élargir le corps électoral sans accord préalable, finalement, le gel du vote. C'était forcément voué à l'échec, disent certains spécialistes, et c'est ce qui allait déterrer l'âge de guerre. On a l'impression que dans le processus actuel, le premier point de dire sur le passé colonial est un peu évacué. Et puis, vous le rappeliez, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire faiblement peuplé, avec de grosses disparités de revenus et des inégalités flagrantes. Oui, je crois que les événements actuels le montrent. Il y a, bien sûr, le contexte politique propre à la Nouvelle-Calédonie. Quel va être son avenir institutionnel? Est-ce qu'il y aura vraiment un destin commun? Et puis, il y a aussi un aspect social. Semble-t-il, enfin, tel qu'on peut le percevoir depuis la métropole, on voit qu'il y a un aspect pauvreté, enfin, les pillages rappellent d'autres dans d'autres pays, dans d'autres circonstances. Donc, il y a eu, fort heureusement, 35 années de paix, mais on n'a pas pu tout solder et peut-être a-t-on eu tort. Je ne sais pas, c'est l'analyse que j'ai tendance à faire ici, de mettre en avant le seul aspect du gel, du dégel, plus exactement, du corps électoral. Alors, c'est vrai que en Nouvelle-Calédonie, pour voter aux élections provinciales, qui ont l'essentiel du pouvoir, il ne faut pas oublier que les élections provinciales, c'est les élections des assemblées de province et les élections du Congrès de Nouvelle-Calédonie, et que ce Congrès de Nouvelle-Calédonie a un pouvoir législatif. En Calédonie, on vote une loi qui peut être différente de la loi applicable ailleurs dans la République. Les indépendantistes ont obtenu en 2007 une réforme constitutionnelle qui gèle le corps électoral. Nous avions dit que cela pouvait être admissible pendant une période transitoire, qui donc se terminait normalement au bout de 20 ans, en 2018, mettons 2020, mais que ce n'était pas tenable sur une période plus longue. Le gel du corps électoral, je le rappelle, ça veut dire que ceux qui sont nés ou qui sont citoyens de Nouvelle-Calédonie depuis 1988 peuvent voter, que ceux qui le sont devenus entre 1988 et 1998 peuvent voter au provincial, mais que tous les autres, ceux qui sont arrivés après, ne peuvent pas voter. C'est donc quelque chose qui porte une atteinte directe, franche et massive au principe d'universalité du vote. Ça ne peut pas tenir sur une longue période. Donc je crois qu'en réalité, tout le monde en est conscient et tout le monde en est d'accord. Mais c'est tellement important pour les indépendantistes que l'acceptation nécessite aussi qu'il y ait quelque sorte des contreparties, un équilibre entre le dégel du corps électoral inéluctable et puis une avancée sur l'avenir institutionnel. Justement, quelles étaient les 4 pistes, je crois qu'il y en avait 4, sur le futur constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie, de l'indépendance à la consolidation d'un statut transitoire. Aujourd'hui, on se dirige vers quoi en réalité sur la Nouvelle-Calédonie? Alors, je peux répondre assez clairement sur la première question. Les 4 pistes, vers quoi on se dirige? Là, je serais un peu plus hésitant, un peu plus prudent. D'abord, les 4 pistes. Les 4 pistes. N'oublions pas que notre mission a été, donc je l'ai indiqué, initiée par les parties elles-mêmes. Donc nous avons travaillé sur 2 types de scénarios, les scénarios d'autonomie et des scénarios d'indépendance. En ce qui concerne les scénarios d'autonomie, nous en avons étudié 2. La consolidation, la pérennisation du statut qui est transitoire actuellement. Donc du statut transitoire actuel, on ne change en gros pas grand-chose ou presque rien, mais on le pérennise. Une autonomie que nous avons qualifiée de aux confins de l'autonomie. Tout ce qu'on peut faire en termes d'autonomie, tout en restant dans le cadre juridique de la République française. Bon, ça, ce sont des 2 pistes d'autonomie. Et puis les 2 pistes d'indépendance, nous avons étudié l'indépendance
appelée l'indépendance pure et simple, celle qui a été accordée au peuple d'Afrique en 1960 et plus récemment aux Comores, à Djibouti ou aux Nouvelles-Hébrides. Bon. Et puis, une autre piste qui nous a paru plus intéressante, sur laquelle on a pas mal travaillé parce que ça suscitait des réactions d'attente sur le COPSA, d'une indépendance que nous n'avons pas appelée association parce que ce mot, dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, a un petit peu été critiqué, on peut y revenir, mais que nous n'avons pas appelé indépendance partenariat, c'est-à-dire que le petit État, la Nouvelle-Calédonie, c'est 200-300 000 habitants, c'est un tout petit État, vit en fait en osmose, tout en étant indépendant, c'est-à-dire son drapeau, il a ses documents, son passeport, son hymne, etc., et son siège à l'ONU, donc vraie indépendance, mais en même temps, il a des liens très forts avec un pays plus grand. Alors là, nous avons des exemples en Europe, nous avons des exemples en Océanie. En Océanie, les îles Marshall ou la Fédération de Micronésie sont des États dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont un statut de partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Oui. Les îles Cook avec la Nouvelle-Zélande. Et en Europe, on peut citer le Liechtenstein et surtout Monaco. Monaco est un État indépendant. Il a son siège à l'ONU, vous avez passeport monégasque, tous les attributs de l'indépendance. Mais les liens avec la France sont extrêmement forts. Certains des fonctionnaires ou magistrats de Monaco sont français, en vertu des accords. Les Monégasques peuvent entrer dans la... Voilà. Ce sont des liens très très forts. Est-ce qu'il y a eu justement un déni de ce rapport? Est-ce que ce rapport a été lu finalement? Pourquoi on en arrive là avec cette volonté d'accélérer un processus sans respecter finalement les partis en présence, notamment les indépendantistes? Alors on peut avoir plusieurs aspects de la réponse. D'abord, en dépit de professions de destin commun, il y a une grande méfiance disons des partenaires adversaires, adversaires partenaires. Grande méfiance, c'est-à-dire si l'un fait un pas, est-ce qu'on ne va pas l'exploiter? Donc la perspective d'indépendance partenariat, par exemple, a, me semble-t-il, été favorable au repli par une partie des indépendants, mais une partie seulement. Les non-indépendantistes sont plutôt sur une ligne d'autonomie renforcée. Mais il n'y a pas eu de... Les choses se sont bloquées aux alentours des années 2015-2016. Et puis, on est arrivé à ces référendums. Alors, il y en a eu deux qui ont été de vrais référendums, je dirais, à la fois sur le plan juridique et sur le plan politique. Tous les trois ont été de vrais référendums sur le plan juridique, mais il y en a deux seulement qui ont été de vrais référendums sur le plan politique. Et on a voulu faire un troisième référendum qui a été boycotté, donc juridiquement il est inattaquable, mais politiquement il est un peu manqué. Oui, pas vraiment la même validité que les deux autres. C'est ça. Ne serait-ce que par la participation. Les deux premiers référendums, ce sont de très grosses participations, plus de 80%, le dernier évidemment 40, je sais pas combien, moins de 50 en tout cas. Mais là on voit une réponse de la part de l'État purement répressive, avec l'envoi massif de moyens de policiers, avec la violence qui continue, le problème de ravitaillement. Quelle serait l'hypothèse la plus favorable de sortie de crise? Je crois que alors la réponse ordre public, état d'urgence, est nécessaire. On peut commencer par cela. Mais elle est insuffisante à elle seule. Elle ne peut pas ramener le dialogue. Il faut donc que le dialogue reprenne. Alors, comment le dialogue peut-il reprendre? Je crois que à peu près tous les observateurs sont d'accord pour dire que depuis 40 ans, à peu près, l'État, c'est le Premier ministre qui a le dossier. C'est autour du Premier ministre que les choses se passent et qui est le garant de l'impartialité de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort en Nouvelle-Calédonie, que les gens reprennent. Il faut que l'État soit impartial.
Et il a pu donner ces derniers temps l'impression qu'il ne l'était pas. Moi, je reprends par exemple un excellent article qui est paru dans la presse en octobre 2022, donc il y a un certain temps, voilà, de Philippe Basse, qui était l'ancien président de la commission des lois du Sénat, de Monsieur Buffet, qui est l'actuel président de la commission des lois, Monsieur Marseille, qui est un sénateur, et Jean-Pierre Sueur, qui était aussi un sénateur, qui est un sénateur. Bon, ces gens-là, qui ont effectué une mission d'information en Nouvelle-Calédonie, à leur retour, on dit il faut que l'État reprenne le dossier et surtout fasse attention à ne pas donner l'impression qu'il n'est pas impartial. Et il faisait allusion, bien sûr, à la présence au gouvernement de Madame Backès, qui était à la fois ministre à l'époque, en 2022, et chef de file des non-indépendants. Non-indépendantistes quand il y a indépendantistes. Voilà. Bon, là, il faut revenir à une neutralité de l'État, en soignant l'apparence, parce que l'apparence a son importance, et il faut revenir au dialogue. Mais il y a aussi le problème, vous l'avez souligné, le fait que ce dossier dépendait de Matignon et aujourd'hui les Outre-mer dépendent du ministère de l'Intérieur. On a l'impression aussi que ce n'est pas traité en haut lieu. Donc il y a ce problème d'interlocuteur qui se pose. Gérald Darmanin a été critiqué depuis de nombreux mois comme n'étant pas l'interlocuteur voulu par les différentes parties en présence. On va devoir malheureusement mettre un terme à cet entretien puisque nous n'avons que quelques minutes et il y aurait beaucoup de choses encore à dire, Jean Courtial, sur la Nouvelle-Calédonie. Je vous invite à lire le rapport qui a été remis par vous avec la mission de réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en 2014 pour comprendre les enjeux actuels et comprendre aussi quelles sont les pistes évoquées pour l'avenir constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Jean Courtial. Merci. Au revoir. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors on a eu le taux de chômage qui est tombé, 7,5% au premier trimestre, c'est stable, ça ne change pas vraiment. On a eu 6000 chômeurs supplémentaires qui ont été comptabilisés par l'enquête de l'INSEE. Donc on a sur vraiment un plateau de chômeurs et il y a un nouveau chômeur qui a été comptabilisé. Il s'agit d'Ambroise Méjean, qui est candidat sur la liste Renew, la liste de Valérie Hayé aux européennes. Et on l'écoute, il avoue faire campagne grâce au chômage. Quel est ton métier actuel ? Là, je suis au chômage pendant la période de la campagne électorale. Donc, au chômage, je touche à peu près 2500. Alors, il touche à peu près 2500 € au chômage. Certains d'entre vous qui sont au chômage, sans doute, ne touchent pas autant qu'Ambroise Méjean, qui est référent des Jeunes avec Macron et candidat sur la liste de Valérie Hayé. Il l'avoue sans complexe. Il s'est mis en disponibilité donc au chômage pour pouvoir faire campagne. Mais c'est étonnant quand on voit la volonté de Gabriel Attal, du gouvernement, de réformer cette assurance chômage, de limiter les droits des chômeurs, de demander aux uns et aux autres de traverser la rue. On se rappelle de ces mots d'Emmanuel Macron en disant mais je vous en trouve un job, écoutez. Si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Non mais c'est vrai. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Alors c'est sûr que faire campagne, ça en fait traverser des rues, pas mal même. Peut-être qu'Ambroise Méjean va finir un meeting dans un restaurant ou une brasserie en déposant son CV derrière la caisse, allez savoir. Et puis il y a toujours cette volonté de dire qu'il faut aller chercher le travail, que c'est facile finalement, même si la comptabilité de l'INSEE met à 2,3 millions de chômeurs hors Mayotte les différentes personnes à la recherche d'emploi en France. On écoute Emmanuel Macron encore une fois. Il y a aujourd'hui une demande très forte et beaucoup d'emplois pour voir. Il faut tout faire pour que nos compatriotes qui sont au chômage prennent ces emplois. Et certains de nos compatriotes qui se disent ça vaut pas la peine que j'aille travailler. Voilà, ça vaut pas la peine de travailler. Alors faire campagne, c'est un sacré boulot. Si jamais Ambroise Méjean n'est pas élu député européen, en fonction du score que fera la liste de Valérie Hayé le 9 juin, il devra sans doute retourner à France Travail. Alexis Poulain, sans réserve,
l'invité. Et notre invité, c'est Fabrice Eppelboin, enseignant entrepreneur, spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler de cette censure qui est dans le package de l'état d'urgence pour la Nouvelle-Calédonie. Censure de TikTok, le réseau problématique, systématiquement. Dès qu'il y a des émeutes, on a l'impression que c'est grâce à TikTok ou à cause de TikTok. On se rappelle en juin, c'était déjà le réseau social qui avait été montré du doigt avec Snapchat. Pourquoi en particulier ce réseau-là et quel est le rôle réel d'abord des réseaux sociaux dans ces phénomènes d'émeutes? Et puis ensuite, on se posera la question de la validité d'une censure d'une telle plateforme. Et puis surtout, pourquoi TikTok et pas Snapchat? Et voilà. Alors les réseaux sociaux dans des émeutes, c'est une vieille histoire. Ça a commencé au printemps arabe, ça a même commencé avant, dans la révolution verte en Iran en 2009. Donc il y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui participent aux émeutes, ils sont plus sur Instagram, ils sont pas sur Facebook, ils sont sur TikTok. Donc c'est là que ça se passe. Et la spécificité de TikTok, c'est que autant les réseaux sociaux américains, il y a des communications qui peuvent s'établir, il y a des compromis qui peuvent se faire en dehors de Twitter, qui est un peu particulier avec les autres. Il suffit de passer un coup de fil. Et on voit bien aujourd'hui que sur Facebook, il y a une censure de tous les sujets politiques, ce qui fait que ça n'est plus un territoire propice aux émeutes. Par contre, sur TikTok, effectivement, la modération est beaucoup plus légère, comme sur Twitter d'ailleurs, et on y trouve des jeunes. Donc c'est évident qu'en cas d'émeute, TikTok et Snapchat sont les deux premiers visés. TikTok parce qu'il permet de lancer une dynamique, de rendre public ses exploits et d'inciter d'autres à les suivre, et Snapchat parce qu'il permet de se coordonner sans avoir besoin de leader dans une organisation qui fait des émeutes, qui fait des pillages. Et il n'y a absolument pas besoin de leadership. Le Snapchat fait office de coordination d'un groupe. Mais il y a aussi la question de l'ingérence étrangère. Gérald Darmanin pointait du doigt l'Azerbaïdjan, dans aussi le risque d'ingérence en Nouvelle-Calédonie, la Chine qui est souvent pointée du doigt. TikTok, c'est un réseau chinois. C'est un réseau chinois. On est dans une zone d'influence chinoise. Donc évidemment, la Chine... Là, ça multiplie les risques aussi, peut-être. La Chine apparaît comme une évidence. Ils ont des intérêts géopolitiques à s'insérer là-dedans. L'Azerbaïdjan, c'est plus tordu comme histoire. L'Azerbaïdjan, c'est grosso modo une représaille face à des ingérences françaises en Arménie. Et donc, en représailles des ingérences françaises, ils s'ingèrent dans les affaires françaises. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Même si la Nouvelle-Calédonie est à l'autre bout du monde, y compris pour l'Azerbaïdjan, mais contrairement à la France, vraiment, elle a absolument aucun intérêt stratégique dans cette zone. C'est vraiment... c'est une guerre d'ingérence. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'on a une dissymétrie complète des puissances. L'Azerbaïdjan, c'est un tout petit pays avec un budget militaire assez ridicule, en tout cas par rapport à la France. Et malgré tout, malgré cette taille, malgré cet inconvénient, elle est capable de jouer à ce jeu de l'ingérence qui, jusqu'à il y a peu de temps, était officiellement réservé aux grandes puissances comme la Russie. Mais la réalité, c'est que la barrière à l'entrée est très basse et que tout le monde joue à ce jeu. Et grâce aux réseaux sociaux, d'une certaine façon, c'est ce qui a fait baisser la barrière. Alors l'Azerbaïdjan joue pas uniquement grâce aux réseaux sociaux. Ils ont organisé un consortium de on va dire colonies françaises dans cette vision-là, qui sont les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, qui ont tous des courants sécessionnistes en leur sein, et ils essayent de fédérer tout ce petit monde. Ils leur offrent une couverture, une capacité de rayonner à l'étranger que la France évidemment ne leur offre pas. Donc c'est pas juste les réseaux sociaux. L'Azerbaïdjan, c'est beaucoup plus on va dire old school. Oui, avec des accords avec les indépendantistes, apparemment, il y a des tractations, sans doute des financements aussi. Sans doute des financements, mais des accords qui valent ce qu'ils valent. C'est plutôt des accords qui vont permettre à des gens de se rencontrer, éventuellement de se fédérer, et peut-être un jour de faire corps. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais clairement, l'Azerbaïdjan joue cette carte. Il y a eu alors TikTok qui revient souvent sous le feu des critiques des différents gouvernements, particulièrement aux États-Unis, où là, le Congrès se posait la question d'interdire purement et simplement TikTok sur le territoire américain. Oui, il est interdit en Inde. C'est tout à fait légitime. Les Américains sont extrêmement bien placés pour savoir à quel point on peut faire de l'ingérence avec ces outils-là. Il y a eu l'épisode Cambridge Analytica, il y a eu l'épisode des Twitter Files, beaucoup moins publicisé, mais qui est tout aussi intéressant en termes d'ingérence, notamment vis-à-vis de l'Europe. Sur les agences de renseignement américaines qui avaient la main finalement. Les agences de renseignement qui avaient la main, peut-être pas la main, mais qui avaient une influence sur la modération de Twitter. Et puis Twitter en tant que
tel, qui était une organisation très politisée, contrairement aux autres réseaux sociaux. Twitter a toujours été très très politisé. Oui, avant même le rachat par Elon Musk. Bien avant, depuis le départ. Ouais. En 2009, révolution verte en Iran, Twitter, on est à tout début. La seule technologie qui permet aux Iraniens de rendre public aux yeux du monde la révolution, le début de révolution qui a lieu en 2009, c'est Twitter, au point que Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État à l'époque, a demandé à Twitter de repousser des mises à jour de façon à ne pas interrompre la communication des opposants iraniens. Donc Twitter, dès le départ, était quelque chose de très politique. Ouais. Il l'est toujours. Il a juste changé de main, mais ça a toujours été très politique. Et à l'occasion de ce changement de main, Elon Musk a révélé les opérations d'ingérence qui avaient lieu avant son arrivée. Sur la censure notamment. La censure, le filtrage. Biden, c'est beaucoup plus chiadé que de la censure. Hein. C'est vraiment une organisation très précise des flux d'informations, avec certains flux d'informations qui sont complètement invisibilisés, d'autres qui sont beaucoup plus mis en valeur, et puis une intoxication de la presse mondiale à travers un trucage total des trending topics qui sont un peu la météo du buzz, qui donne une indication à toutes les rédactions de la planète sur le sujet qu'il faut traiter si on veut rencontrer un public. Tout ça a été truqué, ça a été révélé, c'est la énième opération d'ingérence à travers les réseaux sociaux. La spécificité de celle-là, c'est qu'elle vient pas du camp des méchants. Comme Helvetica, c'était les méchants, c'était Trump. Guillemets, oui, voilà. Oui, c'était Trump, donc c'était très facile de dénoncer les ingérences du camp des méchants. Là, c'est le camp des démocrates, donc c'est les gentils. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour la presse qui est largement du côté des démocrates, aussi bien en France qu'aux États-Unis, de dénoncer les turpitudes des démocrates. Mais c'est la même chose, c'est rigoureusement c'est le pouvoir qui utilise ces réseaux sociaux d'une certaine façon pour sur sa population et sur des pays étrangers. Ouais. Et justement, on a vu aussi cette volonté de censure de TikTok déjà et de Snapchat lors des émeutes de juin en France, du moins dans l'Hexagone. En Nouvelle-Calédonie, c'est possible parce que la Nouvelle-Calédonie est en dehors des accords européens. Il y a des accords particuliers. C'est pas l'Europe. Ouais, voilà. C'est pas le territoire européen. Donc la Commission européenne n'a pas son mot à dire. Le Parlement pas plus. Et du coup, on est en effet en capacité d'interdire de façon arbitraire, il n'y a pas de décision de justice, donc c'est vraiment le fait du prince, d'interdire des réseaux sociaux comme dans n'importe quel pays africain, et donc on le fait, parce qu'effectivement c'est efficace. On a derrière nous 15 ans de censure de réseaux sociaux un peu partout en Afrique qui montrent que effectivement c'est efficace, et qu'on peut éteindre les lumières pour régler une situation de façon plus ou moins violente pour les réallumer derrière. C'est un peu ce qu'on fait en Nouvelle-Calédonie, à ceci près qu'évidemment on peut difficilement imaginer, enfin j'espère, massacrer des opposants politiques pour ensuite rétablir les réseaux sociaux et faire comme si de rien n'était. Oui, on n'en est pas là. Ce qui a été le cas en Iran, par exemple. Dans une multitude de pays d'Afrique. Parce que là, il y a aussi le cadre de l'état d'urgence qui n'est décrété que pour 12 jours. Il faut un vote ensuite pour le reconduire. Donc, de toute façon, c'est une question. On va en parler en deuxième partie d'entretien, de toute façon, de cette question de la légalité de la censure des réseaux sociaux et aussi de ce climat de censure ou de surveillance des réseaux sociaux. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions à notre invité Fabrice Eppelboin, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité Fabrice Eppelboin pour parler de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, de la censure de TikTok, la question des réseaux sociaux et leur place dans les phénomènes d'émeutes. Si vous souhaitez poser des questions ou réagir, 0826 300 300 pour le standard. Quelle est l'utilisation de l'état d'urgence pour censurer les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas là dépasser un peu du cadre et faire rentrer des mesures qui sont clairement attentatoires aux libertés en les faisant passer pour normales? C'est le concept de l'état d'urgence, c'est un état d'exception temporaire dans lequel on fait des choses qui, en temps normal, seraient totalement liberticides, mais on a fait une petite pause, une petite parenthèse enchantée dans l'état de droit. Mais on fait ça pour les JO, par exemple. On a la loi JO qui permet maintenant d'arrêter la liberté de circuler, cette histoire des doubles QR codes pour se balader dans Paris pendant la semaine de l'ouverture. C'est vraiment autre chose. Les QR codes, c'est vraiment l'introduction dans la population générale d'un concept qui sont des frontières temporaires et qui demain seront des frontières personnalisées, qu'on a déjà connu avec le QR code pour les restaurants.
Et ça va généraliser aussi parce que le retour des frontières, hein, c'est assez inévitable. Non seulement des frontières nationales, des frontières européennes qui, pour ainsi dire, n'existent pas vraiment, mais aussi des frontières beaucoup plus spécifiques qui vont typiquement permettre de prononcer des peines d'interdiction d'un territoire à une personne, un mari violent par rapport à la commune de son ex-épouse, ou une myriade de choses, et qui demain, avec la vidéosurveillance, une fois qu'elle sera plus en mesure de repérer chaque individu, mais ça arrive, permettra d'appliquer tous les très moyens sont là. On a déjà la surveillance algorithmique qui est mise en place, qui est testée au concert de Taylor Swift à Roland-Garros. Ah non, mais ça c'est psychologique, ça c'est de la communication. La réalité de la surveillance avec Rocofacial, c'est ça dont on parle. Elle est en place depuis 2015. Je vous renvoie à l'enquête de Disclose, très clairement. Ariane Avrieux et ses collègues de Disclose ont mis en évidence l'installation de systèmes de caméras biométriques dans 200 communes de France depuis 2015. Alors que c'était parfaitement illégal. Ce à quoi on assiste avec Taylor Swift et les Jeux Olympiques, c'est de la communication qui permet petit à petit d'introduire ce concept auprès de la population et de les familiariser avec ce concept. Et comme le QR code, d'abord le Covid, puis les JO, comme l'interdiction de TikTok, etc. Enfin, on a l'impression plus ça va, plus on essaye d'habituer les populations à du contrôle, du technocontrôle, de la censure, comme si c'était la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Les réseaux sociaux sont censurés depuis déjà la belle lurette. C'est bien pour ça que censurés. C'est bien pour ça que tout le monde panique avec Twitter. C'est que on a un dirigeant qui n'applique pas les consignes, alors que Mark Zuckerberg a fini par les appliquer après beaucoup d'erreurs, mais a fini par les appliquer. Et du coup, il fait paniquer tout le monde parce qu'il est en mesure de faire des bras de fer avec n'importe qui sur un coup de tête. Donc Musk fait paniquer tout le monde essentiellement parce que il n'applique pas la censure qu'on lui demande d'appliquer. Il faut regarder ça en face, indépendamment de ce qu'on pense de Elon Musk, c'est quelqu'un qui n'applique pas nécessairement la censure qu'on lui demande d'appliquer. Et ça fait peur. En défense du free speech, comme il appelle ça, la liberté d'expression. En défense de plein de choses, notamment le free speech, mais pas que, c'est quand même assez flou. Il n'est pas non plus blanc-bleu, mais malgré tout, il n'obéit pas au gouvernement et il ne laisse pas faire des choses comme ce qu'il a révélé dans les Twitter Files, c'est-à-dire la censure d'une opposition politique, ou la censure d'un camp politique en particulier. On a la même affaire au Brésil. Il y a de fortes chances pour que la suite des Twitter Files montre qu'il y a la même affaire dans tout un tas d'endroits. Oui, au Brésil, ça va au-delà. Donc c'est X. Non, c'est similaire. C'est très similaire. Ouais. C'est les instances judiciaires du pays qui ont censuré, pendant que Jair Bolsonaro était président, tout le camp Bolsonaro au pouvoir, ainsi que les militants du camp de Bolsonaro, qui était quand même président élu. On pense ce qu'on veut de Jair Bolsonaro, je pense que la plupart d'entre nous en pensent du mal, malgré tout, président élu, et pendant qu'il était président élu, des instances judiciaires censuraient ses partisans et ses élus. En dehors de tout cadre démocratique. En dehors de tout cadre démocratique, à ceci près qu'on est dans une autre démocratie, donc je ne vais pas me prononcer sur le respect de la démocratie brésilienne, je ne connais absolument pas. Non, mais parlons de l'Europe, par exemple, l'Union européenne et Thierry Breton, qui veulent imposer aussi des lois supranationales sur le contrôle de ces réseaux sociaux. Oui, alors on ne sait pas très bien comment ça s'appliquer. Pour l'instant, on a l'architecture, c'est-à-dire le DSA. Le point noir du DSA, c'est les signaleurs de confiance. Le Digital Service Act, et qui prévoit une architecture où chaque pays européen va avoir des signaleurs de confiance qui vont remonter aux réseaux sociaux des comptes problématiques, qui eux seront pris en compte, contrairement à nos signalements à nous, qui vont être noyés dans une masse informe et qui ne peuvent pas rencontrer une modération qui n'est pas en nombre suffisante. Là, les signaleurs de confiance auront une espèce de voie prioritaire de signalement et leur voix pèsera. Et la question, c'est qui sont ces signaleurs de confiance ? La question, c'est qui sont ces signaleurs de confiance. L'intérêt, c'est que ça n'est pas une opération strictement européenne. Les signateurs de confiance sont nationaux. Et donc, il y aura une spécificité nationale à chaque censure. Oui, donc on va retrouver sans doute les signaleurs de confiance habituels qui sont les fact-checkers, par exemple. C'est pas très clair. Ça va être intéressant. J'espère que ça va être transparent, mais ça finira nécessairement par l'être. Pour l'instant, on n'a identifié qu'un seul signaleur de confiance, qui est l'association e-enfance, qui s'occupe de protection de l'enfance, donc qui n'a absolument rien à voir avec les fact-checkers ou quoi que ce soit, qui est la seule à s'être signalée comme étant officiellement désignée comme telle. Les autres, soit n'ont pas encore été signalés, soit pour l'instant se planquent. On ne sait pas. Mais c'est inquiétant quand même pour les libertés. Ah oui, de toute façon, on est dans une période de régression, c'est clair. C'est clairement inquiétant. On est face à des situations qu'on peut qualifier de pré-révolutionnaires ou pré-émeutes. On a déjà eu des émeutes qui n'étaient en rien politisées, mais imaginez la même chose politisée
dans le conflit actuel, qui est très clairement Israël. Israël. C'est le cas en Nouvelle-Calédonie, par exemple, mais qui pourrait se décaler en France sur d'autres sujets. Sur le conflit israélo-palestinien, très clairement. Ouais. Si on a des émeutes comme l'été dernier, mais teintées d'une motivation politique comme ce que cherche à déclencher très clairement LFI, là, on a quelque chose qui s'apparente plus à un début de révolution qu'à des émeutes. Sur la base de la défense du peuple palestinien, c'est ce que Sur la base de la défense du peuple palestinien, sur la base d'une projection de la situation vécue à Gaza par ce que vivent les gens dans les banlieues, sur tout un tas de bases, mais sur une base qui va beaucoup, beaucoup plus loin, politiquement parlant, que juste aller piller le magasin Nike du coin de la rue. Mais est-ce qu'il n'y a pas... au-delà du climat de violence, ce matin encore à Rouen, un individu a été abattu par la police qui cherchait à mettre le feu à une synagogue. Il était armé également. Est-ce qu'il n'y a pas encore une fois une excuse pour avancer encore davantage sur la censure en disant écoutez, le climat est tellement volatile, tellement violent qu'il va falloir agir hors du cadre de l'état d'urgence, mais légiférer sur ces réseaux sociaux, sur l'accès. Alors, déjà l'âge, par exemple, la fin de l'anonymat, qui n'existe pas. On parle de pseudonymat sur ces réseaux sociaux, mais on voit aussi Paul Midi, député macroniste, qui cherche à avancer sur ce dossier-là. Est-ce que ça va pas être une des priorités, finalement, le contrôle encore accru de la liberté de parole sur ces réseaux? Alors, l'initiative de Paul Midi est très intéressante. D'abord parce qu'elle est complètement contraire aux lois européennes, ce qui est toujours amusant, mais on passe après. Mais surtout parce que la réalité de confier l'identité aux réseaux sociaux, c'est qu'une fois qu'ils ont l'identité, et donc l'âge, ils peuvent appliquer des mesures telles que l'interdiction en dessous de 13 ans de ça. Ce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui. Ils ont juste une adresse IP, ils peuvent la communiquer à la justice. La justice, à partir de cette adresse IP, peut remonter à une identité. C'est pour ça que l'anonymat n'existe pas, c'est juste du pseudonymat. Mais le réseau social ne sait pas à qui il a affaire. Si demain le réseau social sait à qui il a affaire, on peut dans la foulée, lui demander d'interdire l'accès aux moins de 13 ans, de limiter à 2 heures par jour entre 13 et 16, et entre 16 et 18, de monter à 3 heures par jour, par exemple. Ça, aujourd'hui, on n'a absolument pas l'architecture technique pour le faire. Demain, si les lois de Paul Midi passaient, on l'aurait. Encore une fois, c'est complètement en contradiction avec les lois européennes. Donc, c'est pour l'instant pas envisageable, mais c'est clairement l'intention. Oui, c'est une intention qui remonte déjà aux lois Avia, qui remonte à quelques années maintenant, ce contrôle-là, parce que est-ce que les réseaux sociaux ont vous l'avez dit, dans la campagne de Donald Trump par exemple, dans toutes les campagnes, ils ont un rôle prépondérant? Dans toutes les campagnes, particulièrement aux États-Unis. Est-ce qu'on leur donne pas trop d'importance? On ne sait pas mesurer cette importance. Donc on la donne au doigt mouillé. Vous allez avoir des gens qui sont encore restés aux années 2010 et qui considèrent que ça n'a aucun impact, et des gens beaucoup plus enthousiastes comme moi qui ont participé au printemps arabe, donc qui ont une expérience opérationnelle de terrain et qui savent à quel point ça peut être efficace. La réalité, c'est qu'on ne sait pas mesurer tout ça. On est incapable de faire des expériences en double aveugle ou quelques mesures scientifiques que ce soit de cette influence. Maintenant, très objectivement, les Twitter Files montrent que il y a quand même eu des concepts américains qui ont été extrêmement poreux. Ça a été facilité énormément par Twitter. Je vais en prendre un qui est pas vraiment controversé, qui est le MeToo. MeToo, c'est un concept américain qui s'est déversé sur la France, qui a eu son adaptation française, Balance ton porc, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais on est très clairement dans une porosité des concepts politiques entre les États-Unis vers l'Europe et la France en particulier. Les Twitter Files, c'est ça puissance 10. Oui, ça peut arriver à n'importe quel moment maintenant en France, c'est ce que vous nous dites. Ça arrive de façon quasiment synchrone. Le mouvement qu'on voit dans les IEP un peu partout en France de solidarité avec Gaza, c'est très clairement l'importation d'un mouvement américain sur les campus américains, qui se fait très mal, parce que c'est un vrai mouvement assez massif aux États-Unis. C'est très anecdotique en France, et ça n'a d'importance qu'aux yeux des médias. La réalité, c'est qu'à Sciences Po, vous avez une centaine de personnes, à la Sorbonne également, dont la moitié sont par le bruit médiatique. C'est énormément exagéré et amplifié par le bruit médiatique, et par ailleurs, les journalistes ne sont pas très regardants. Si vous regardez de près, vous verrez que la moitié des manifestants qui sont devant la Sorbonne ou Sciences Po ne sont pas des élèves de la Sorbonne ou Sciences Po. Donc on est pour l'instant à une tentative d'embrasement, mais pour l'instant, ça ne donne pas encore grand-chose. Merci beaucoup, Fabrice Eppelboin, d'avoir répondu à nos questions sur cette censure de TikTok en Nouvelle-Calédonie et au-delà. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff qui reçoivent aujourd'hui Sébastien Le Foll pour son livre sur les lieux de pouvoir en France. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.